Kwezi wananyamaraia Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je souhaite intervenir vite fait aujourd'hui sur quelques points précis parce que trop c'est trop. Je vois des élus mahorais se ridiculiser devant la place publique en tenant des propos incohérents sur l'histoire ou bien au niveau des questions juridiques, de questions de droit. Et franchement, mais je tiens à dire à Mansour Kamardine, à Estelle, à Fanny, s'il vous plaît, prenez le temps de réviser vos leçons. Apprenez l'histoire de Mayotte. N'allez pas raconter des bêtises. N'allez pas raconter des conneries et des sottises. Parce qu'il y a des moments, quand vous engagez un débat, par exemple, avec Kaïsi ou avec n'importe où, avec un autre, ou avec un franco-comorien sur les réseaux sociaux, vous pouvez peut-être prétendre que vous avez raison parce que vous êtes un élu. Mais quand on voit le sénateur Tani essayer de démontrer que ce que Gérard Haro, l'ancien diplomate français, c'est un des grands diplomates de sa promotion. Il est le diplomate le plus chevronné de sa promotion, un ancien ambassadeur des États-Unis, de la France aux États-Unis et donc représentant de la France aux Nations Unies, ancien ambassadeur de la France en Israël. Il a publié entre autres des ouvrages, des grands ouvrages qui font référence dans le domaine du droit international. Je peux par exemple citer Histoire diplomatique, leçons d'hier pour le monde d'aujourd'hui, et aussi un autre livre qu'il a publié, c'est Passeport diplomatique. Quand on voit que ce monsieur, qui est un diplomate chevronné français, il affirme exactement ce que nous sommes, ce que nous répétons tout le temps chaque fois qu'il y a cette question de Mayotte. Parce qu'on l'a toujours dit, la France peut faire tout ce qu'elle veut. L'État français, il peut faire tout ce qu'il veut. On peut humilier les Comoriens à Mayotte, mais ça ne nous arrêtera pas de dire la vérité. Un ancien ambassadeur de la France aux États-Unis, aux Nations Unies, un ancien ambassadeur de la France en Israël, un diplomate chevronné, il le répète sur Twitter, il a dit la France a fait une faute grave, la France a violé le droit international sur la question de Mayotte parce que normalement la France n'a pas respecté un principe fondamental. Lequel principe fondamental? C'était celui de donner les indépendances selon les frontières héritées de la colonisation parce que c'était le seul principe qui garantissait la stabilité des anciennes colonies, d'autant plus qu'on sait très bien que le moment où les colonisateurs traçaient les frontières de ces colonies, ils ne se souciaient pas des questions relatives à l'ethnicité ou à l'appartenance ethnique des populations, mais c'était des frontières arbitraires. Mais au moins, c'est ce principe-là qui a permis à toute l'Afrique, je parle de l'Afrique, au continent africain, d'éviter des guerres au lendemain des indépendances. Quand on voit que ce diplomate chevronné, il publie un tweet le 27 avril, il dit ceci: en conservant Mayotte, en 1978, la France a violé un principe fondamental du droit international, le respect des frontières naît de la décolonisation, principe énoncé pour éviter une fragmentation des possessions coloniales dont les limites étaient souvent artificielles. Il rajoute encore: ce droit devait s'exercer dans le cadre des frontières coloniales, dans le cas des Comores, sinon toutes les possessions coloniales risquaient de se fragmenter. C'était la perspective. Je continue. Il a dit encore, attendez un peu, il a dit, c'était la perspective de tout un continent de tomber dans la guerre civile, étant donné que toutes les frontières y ont été tracées au cordeau par le colonisateur et n'ont aucune base ethnique. Et le sénateur Tani, il dit quoi? Le sénateur Tani, il veut donner une leçon. Il veut rappeler à un diplomate. Vous imaginez, le ridicule ne tue pas. Le sénateur Tani, il veut expliquer à un diplomate chevronné, c'est lui qui a représenté la France aux Nations Unies, qui connaît mieux ce dossier que quiconque, un des grands diplomates français, le meilleur de sa promotion. Et le sénateur Tani, il dit quoi? La France n'a violé aucun principe fondamental du droit international. S'agissant de Mayotte, notre île, alors autonome, fut cédée par la France à la France par son représentant Henri Nansouli en 1841.
je tiens à dire une chose. J'organiserai une conférence ou une émission avec la chaîne Al-Komoria. Cette émission sera dédiée exclusivement. La possibilité sera donnée aux amis, aux frères et sœurs de Mayotte de me poser toutes les questions possibles sur les questions historiques relatives à la question de Mayotte. Je demanderai aux Comoriens des autres îles de ne plus poser aucune question pour ne pas, dans le cadre de cette émission, pour ne pas saturer la prise de la parole ou la possibilité à nos frères et sœurs de Mayotte de nous poser des questions sur l'histoire de Mayotte. Parce qu'on dit souvent des conneries. Je rappelle une chose, je dis aux autorités de Mayotte et à celles et ceux qui racontent cette foutaise en disant « Oui, Mayotte a été cédée par ceci, etc. etc. » Lisez l'histoire de votre île d'abord. Vous avez un document très intéressant. C'est un document qui raconte des faits historiques, mais dont les conclusions, le plus souvent, sont des conclusions qui jalonnent la partie prise. C'est le livre de Jean Martin, Mayotte, département français. L'auteur de ce livre, c'est un historien de l'histoire coloniale, mais il défend la position de Mayotte française. Mais vous regarderez dans ce livre, vous aurez au moins des éléments historiques qui vont vous aider à comprendre votre propre histoire. Mais les conclusions que Martin a tirées, ce sont des conclusions souvent malhonnêtes, d'autant plus que je vous ai déjà dit que dans sa chronologie de la présentation de l'histoire de Mayotte, il a écrit quoi? Il a essayé, il a omis volontairement la date de la reconnaissance des Comores aux Nations Unies pour essayer de noyer les choses alors que c'est une date, c'est l'une des dates les plus marquantes de l'histoire de ces différents diplomatiques. Mais au moins en lisant ce livre, vous allez découvrir beaucoup d'informations. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je demande aux Mahorais, n'importe quel Mahorais, c'est pas un livre qui est écrit par un Comorien, c'est un livre écrit par un Français, Jean Martin. Un Français qui défend la thèse que vous défendez. Sauf que ce livre-là vous permettra au moins d'apprendre votre propre histoire, plutôt que d'aller raconter des salades, que d'entendre des gens dire des conneries. Et je rappelle une chose, parce qu'à chaque fois où on nous sort de l'histoire, oui, genre avant la colonisation, on n'était pas avec les Comoriens, on n'était pas, c'est la colonisation qui nous a amenés, etc., etc. Rappelez-vous une chose. Je vais vous dire d'abord quelques éléments historiques. En 1815, c'est le congrès de Vienne. Au congrès de Vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les guerres Napoléon, la France de Napoléon a perdu les guerres au niveau de l'Europe. Et désormais, c'est la Grande-Bretagne qui est devenue le maître des mers et des océans. Et au congrès de Vienne, en 1815, il y a eu deux grandes doléances. C'est le roi de Portugal qui a écrit, le roi de Portugal a écrit à la couronne, au cabinet de la couronne d'Angleterre pour faire une doléance pour que les razzias malgaches cessent dans la côte mozambicaine. Et le sultan d'Anjouan qui a écrit également au roi d'Angleterre pour demander aux couronnes de l'Angleterre pour demander à ce qu'on prenne des décisions pour arrêter les razzias malgaches au niveau de Mayotte et d'Anjouan. Nous sommes en 1815. Et c'est en 1815 que le représentant, je rappelle certains faits, je ne vais pas faire, on fera l'émission, c'est en 1815 que cette décision a été prise, que la couronne d'Angleterre, le cabinet de couronne d'Angleterre a signifié à l'Écossais qui était l'ambassadeur, l'ambassadeur de... Oui, effectivement, bon, ce livre raconte des conneries, ça c'est sûr sur les positions prises, mais par contre, dans ce livre, il y a des récits, des événements historiques, il y a des archives, vous verrez, il y aura des éléments, il y a des éléments qui vont vous aider à reconnaître, à apprendre votre propre histoire. Et c'est le gouverneur de Maurice, il s'appelle Robert Farquhar, qui sera, on lui demandera de prendre contact avec le royaume de Madagascar, et d'ailleurs c'est en ce moment-là qu'on va reconnaître le royaume de Madagascar. On reconnaît le royaume de Madagascar sous Radama comme étant le royaume de Madagascar, alors qu'on sait très bien que à l'époque de Radama, Madagascar n'était pas soumise en totalité sous la domination de l'Imerna. Et cette décision a été prise. On a demandé à Radama de faire en sorte que les razzias vers Anjouan, Mayotte et la zone de Mozambique s'arrêtent. Ces choses-là, c'était des décisions qui ont été prises. Et je reviens encore un peu plus tard encore. Je reviens encore un peu plus tard. C'est que vous allez voir que on nous parle souvent d'Andian Ansuli.
Et je vais juste rappeler quelque chose. Parce que souvent, on vous dit des choses, mais beaucoup de gens ne connaissent pas qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau de Madagascar, ce qu'il faudra connaître, c'est quoi? C'est que Andria Masnavalna, qui était l'un des grands rois de l'Imerna, il a divisé de son vivant son royaume en 4. Il a donné ces 4 royaumes à ses enfants de son vivant et parmi lesquels Andria Nampounimerna qui avait hérité d'Amboudachim. Et Andria Nampounimerna qui a commencé, parmi les œuvres qu'il a, je résume un peu, hein, parmi les œuvres qu'Andria Nampounimerna a posées, il avait un objectif. Il avait dit une expression qui est restée, qui est restée une expression canonique à Madagascar. Il avait dit Niranu Masna Nivala Parihaku. C'est-à-dire que la mer devienne les limites de ma nouvelle rizière. C'est à partir de ce moment-là qu'Andria Nampounimerna a lancé l'objectif du royaume Merna de conquérir Madagascar tout entière sous le joug de l'Imerna. Et pendant ce temps-là, il va y avoir à Madagascar. Pourquoi je fais ce parallèle? C'est pour dire que qu'aussi bien aux Comores, qu'aussi bien qu'à Madagascar, il y avait toujours cette volonté d'un royaume. Au niveau des Comores, c'était le sultanat d'Anjouan, et au niveau de Madagascar, c'était le royaume de l'Imerna. Le royaume de l'Imerna qui va commencer à faire la conquête de Madagascar. Il y a des royaumes, comme d'autres petits royaumes qui vont accepter de se soumettre au royaume Merna de façon pacifique, mais il y a d'autres royaumes qui vont s'ériger, qui vont refuser de se soumettre et que l'Imerna finira par les conquérir, mais par la guerre. Ça serait le royaume Betsileu, du côté de Fenaratu, et ça serait également le royaume de Bezanzanu, du côté de Muramanga. Et après la mort d'Andria Nampounimerna, il va y avoir Radama. Je vais faire un résumé. Il va y avoir l'avènement de Radama. Radama aura comme femme celle qui lui succédera, Ranavalna. Normalement, Radama, il a lancé ses opérations. Parmi ces grandes opérations, parce que c'est Radama, l'une des caractéristiques de Radama à Madagascar, dans l'histoire de Madagascar, c'est d'abord l'influence des étrangers à Madagascar. Et deuxièmement, c'est Radama qui a conquis une grande partie du territoire de Madagascar. Mais jamais l'ensemble de Madagascar n'était pas soumis au royaume Merna. Et d'ailleurs, après la mort de Radama, parce que souvent on entend des gens qui disent « Oui, les Comores, c'était à l'époque où il y avait les sultans batailleurs, etc. » Quand c'est des Comoriens, quand c'est le sultanat d'Anjouan qui se bat pour essayer de conquérir l'ensemble du territoire comorien, on parle des sultans batailleurs. Mais quand c'est de l'autre côté de l'Imerna, à Tananarive, que le royaume de l'Imerna se redéploie dans l'ensemble du territoire malgache, puisque il faut pas oublier, je rappelle ces faits-là parce que ce sont des faits historiques, d'autres peuvent dire n'importe quoi, ce sont des faits historiques. Quand c'est le royaume Merna qui va se lancer dans la conquête générale de Madagascar, il y a certains, d'autres, ils ne vont pas dire qu'à Madagascar, il y avait des sultans batailleurs, non, ou des rois batailleurs, non. Alors qu'on sait très bien qu'en 1750, par exemple, dans la côte est de Madagascar, il y a eu une guerre fratricide entre deux camps, le camp de Ramananu et le camp de Ratimlao, une guerre qui sera gagnée par Ratimlao, et l'unité de cette zone de l'Est va donner naissance à ce qu'on appelle les Betim Saraka, c'est-à-dire les nombreux qui ne se séparent jamais. Et encore une fois, lorsque Ranavalna Première est arrivé, je vais vous raconter juste un petit récit, c'est que Radama a eu un fils qui s'appelle Radama Ier. Mais il y avait tellement une rivalité de succession, à Madagascar, que la propre mère de Radama a tué le fils de son petit-fils Radama Ier, parce qu'elle voulait à ce que le royaume de Tananarive revienne, la succession revient automatiquement à Rakutoubé, qui était le fils de sa fille aînée, la sœur de Radama. C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas qu'au Comores qu'il y avait des difficultés, où il y avait des engagements d'un camp contre un camp pour conquérir l'ensemble du territoire. Mais Ranavalna Ier, revenons. Lorsque Ranavalna Ier est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tuer tout l'ensemble de la famille de Radama. C'est pour cela que j'arrive. C'est pour cela que, à partir du moment où le gouverneur de Radama, qui était dans la région de Majenga, c'est-à-dire dans la région de Sakalava du Bouina, qui s'appelle Ramanetaka, a compris que Ranavalna est en train de tuer la famille de son mari, c'est Ramanetaka a pris la fuite à Madagascar pour se diriger vers les Comores et particulièrement à Moélie. Ce qui va se passer, c'est quoi? De l'autre côté de la zone de Madagascar, de la zone de Bouina, il y avait Andria Nampounimerna.
C'est qui est André Nansoul? C'est l'évalu d'abord, c'est de son vrai nom. C'est un prince de la zone de Madagascar. Mais quel est le lien entre André Nansoul et Mayotte? Je vais vous expliquer. À Mayotte, il y avait un roi Swali. Nous sommes en 1808. Le sultan Swali. Sultan Swali est décédé et son fils Salim. Oui, son fils Salim va lui succéder. Non, c'est Salim qui était le sultan. Et en 1808, Salim est décédé. Son fils Swali prend le pouvoir. Et il avait pris comme conseiller intime un certain Mawana Madi. Mawana Madi, c'était un esclave affranchi. Et ce Mawana Madi va tuer le roi. Et lorsqu'il l'a tué, il était tellement contesté par les dynasties qui étaient à Mayotte. Et il a dit, il faut absolument qu'il essaie de s'appuyer avec une puissance étrangère pour essayer de consolider son pouvoir à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mawana Madi a fait un voyage vers Majenga. Et dans Majenga, il va se retrouver, il va demander la main d'une princesse de Antalaout. Et de cette princesse-là, il va avoir un enfant qui s'appellera Bwana Kombo. Et la princesse, cette dame qui va se marier avec Mawana Madi de Mayotte, est la nièce d'André Nansoul. Et André Nansoul et Mawana Madi, ils ont signé, ils ont fait ce qu'on appelle à Madagascar un fatja. Fatja, c'est une pratique qui consiste à se taillader au niveau du bras et de prendre ton sang et tu le mélanges avec le sang de l'autre. Ça s'appelle un pacte de fraternité. Vous n'êtes pas des frères, mais à partir du moment où vous signez ce pacte-là, ça s'appelle le pacte de sang, vous faites ce qu'on appelle le fatja. Ça veut dire que désormais, à partir de cet acte-là, chacun d'entre vous, des deux personnes qui se sont liées par cet acte-là, par ce pacte, il jure fidélité de venger ou d'apporter toujours son soutien à l'autre. C'est en ce moment-là que Mawana Madi retournera à Mayotte. Et quand son fils, Bwana Kombo, aura des difficultés de succession avec Moyemkou, c'est en ce moment-là que Bwana Kombo va demander à André Nansouli de l'aider. Et André Nansouli enverra effectivement des mercenaires à Mayotte qui vont aider Bwana Kombo à se maintenir au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, André Nansouli, comme le royaume de Madagascar, parce qu'il faut toujours ce rappel-là, il faut toujours faire ce parallèle entre l'histoire de Madagascar et l'histoire de Comores. À partir du moment où le royaume Merna a commencé à se redéployer encore davantage dans la zone de Bouina, c'est-à-dire dans la région de Majenga, c'est en ce moment-là que André Nansoul s'est retrouvé dans l'obligation de dire qu'il va absolument quitter Madagascar. Et il va quitter Madagascar pour aller à Mayotte. Nous sommes en 1832. C'est en 1832 qu'André Nansoul va quitter Madagascar pour aller à Mayotte. Je rappelle une chose. Pourquoi Mawana Madi et Bwana Kombo étaient contestés par les Mahorais? Parce que tout simplement, la dynastie mahoraise considérait que Mawana Madi c'était un esclave. Et Bwana Kombo n'était pas Maoré de sang de par sa mère, puisque sa mère c'est une princesse, mais c'est une princesse Antalaout de Majenga. Ce qui fait que ça me fait souvent sourire quand j'entends des Mahorais qui disent qu'ils sont fiers d'André Nansouli. Mais vos ancêtres, ils ont combattu André Nansouli jusqu'en 1840, c'est-à-dire à la veille de la vente avec Passo. Les Mahorais ont combattu André Nansouli parce qu'ils n'ont jamais admis le pouvoir d'André Nansouli, parce que c'était un usurpateur malgache qui est venu. André Nansouli est venu à Madagascar, à Mayotte, comme n'importe quel malgache qui vient de Madagascar, parce qu'il fut un problème chez lui. Il vient à Mayotte, il s'installe, et les Mahorais aujourd'hui, qui se déploient en disant oui, on ne veut pas des gens qui ne sont pas de chez nous, etc., etc., ils se disent fiers d'un malgache qui est venu à Mayotte, et qui, quelques années après, puisque André Nansouli est venu en 1832, et en 1841, André Nansouli va vendre ce territoire-là. Mais avant d'arriver en 1841, qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar, à Mayotte? C'est que je rappelle que en 1833, Ramane Taka, sultan de Moyeli, va lancer une conquête de Mayotte et il va renverser Bwana Kombo à Mayotte. Et Ramane Taka, c'est-à-dire que Mayotte sera sous la domination de Moyeli, sous le féru de Ramane Taka. 1833 jusqu'à 1835. Et en 1833, André Nansouli, qui était réfugié à Mayotte en 1832, s'est retrouvé dans l'obligation de quitter Mayotte pour aller à Anjouan. Je rappelle à celles et ceux qui m'écoutent que la première traversée pour échapper à la mort s'est faite du côté de Mayotte vers Anjouan. Et d'ailleurs, André Nansouli a perdu une de ses femmes sur la traversée. André Nansouli arriva à Anjouan en 1833, 1834.
Donc, nous sommes en 1834, si vous me suivez très bien. 1833, Ramanet Taka s'installe à Mayotte et il a dégagé Banakombo. En 1833, André Nansouli, qui a fui Mayotte, parce que n'oubliez pas que André Nansouli, c'était un roi Sakalava de l'autre côté de Banjenga, et que Ramanet Taka, c'est quelqu'un de Limerna, donc c'était son adversaire de l'autre côté. Ils se sont retrouvés sur la terre mahoraise dans le cadre d'une bagarre. André Nansouli a quitté pour aller à Anjouan. Arrivé à Anjouan, le sultan Abdallah II va recruter André Nansouli et il va donner une mission à André Nansouli de partir à Madagascar en 1835, en 1834, pour aller recruter des mercenaires. André Nansouli est parti à Madagascar, il a recruté une cinquantaine de mercenaires pour rentrer aux Comores. Et en juin, ils vont lancer l'opération pour la reconquête de Mayotte. André Nansouli, Banakombo, André Nansouli et Abdallah II, ils vont dégager Ramanet Taka de Mayotte et ils ont installé, le sultan Abdallah II d'Anjouan a installé un gouverneur à Mayotte qui s'appelle Oumar Masla. Je demande aux Mahorais, s'il vous plaît, lisez votre propre histoire. Moi, quand je vous parle de l'histoire, je ne suis pas là en train de magouiller certains éléments de l'histoire. Je peux, par exemple, je vous dis une chose, je fais une petite parenthèse. Je veux vous donner un exemple. Je suis comorien. Je défends la thèse de Mayotte comorienne. Mais je dois être honnête pour dire que Zenam Dere, Martial Henry ou Inoussa Bamana, Docteur Martial, Georges Naouda et tous ces gens-là, ils ont déployé une force énorme pour essayer de faire aboutir à leur combat de la départementalisation de Mayotte. Je ne suis pas obligé de dire, parce que sous prétexte que ces gens-là ne défendaient pas la thèse que je défends, que je dois minimiser l'effort et la stratégie qu'ils ont déployée. Non, pas du tout. Ce n'est pas le rôle de l'historien. Le rôle de l'historien, c'est d'exposer les faits. Et une fois que les faits sont exposés, chacun prend ses responsabilités et chacun donne ses analyses. Mais on n'a pas à manipuler les faits. Donc, je reviens. En 1835, le sultan Abdallah II a reconquis Mayotte et André Nansouli Ramanet Taka s'est replié de l'autre côté d'Omoélie. Ramanet Taka il a replié de l'autre côté d'Omoélie et désormais le gouverneur de Mayotte, nous sommes en 1835, le gouverneur de Mayotte, Oumar Masla, c'est un gouverneur installé par le sultan d'Anjouan, Abdallah II. À celles et ceux qui racontent des conneries que ces îles n'ont jamais eu une histoire commune, c'est la colonisation qui est venue, nous a ramenés, etc., etc. Mais arrêtez, André Nansouli était un mercenaire du sultanat d'Anjouan d'abord. Ça, ce sont des faits historiques. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Si j'étais maoré, j'allais dire, écoutez, je suis séparatiste, je ne veux plus être avec vous, ça reste mon problème. Mais je ne serai pas là à manipuler l'histoire, à raconter des salades, parce que ça ne tient pas la route. C'est que, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que Mayotte est conquise, Sultan Abdallah II va décider de lancer les offensifs vers Moélie. Et en ce moment-là, Banakombo, c'est lui qui a été déposé à Mayotte, va faire partie du corps expéditionnaire anjouanais qui va partir de Mayotte avec André Nansouli comme mercenaire pour aller conquérir Moélie. Et ils vont lancer les assauts à Moélie. Malgré des victoires qu'ils ont enregistrées, il y a eu des effets de météorologie et le bateau dans lequel se trouvaient Abdallah II et Banakombo de Mayotte a chaviré et nous sommes en 1836. Banakombo de Mayotte, c'est un prince de Mayotte. Et Abdallah II d'Anjouan sont morts à Moélie. S'il vous plaît, expliquez-moi, si ces îles n'ont jamais eu des relations politiques, comment se fait-il qu'un prince de Mayotte et le sultan d'Anjouan vont se retrouver dans une bagarre à Mayotte et ils vont trouver la mort de l'autre côté? Ce qui fait qu'Abdallah II est mort à Moélie avec Banakombo. Sultan Alaoui prend le pouvoir à Anjouan et désormais, André Nansouli va rentrer à Mayotte avec l'engagement ou une proposition de Sultan Alaoui d'Anjouan pour qu'il soit un gouverneur qui va représenter Anjouan à Mayotte. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on se retrouve dans ces entrefaits-là, ces difficultés, ces problèmes, etc., etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est quoi? C'est d'expliquer à celles et ceux qui disent que, finalement, moi, après tout, un Maoré a le droit de ne pas être d'accord avec moi sur un positionnement quelconque politique.
Mais par contre, aller se ridiculiser en racontant des salades. J'entends Estelle Youssoufa qui dit oui, oui, 1841, etc., etc. Mais c'est du n'importe quoi. Et d'ailleurs, je rappelle pour 1841. À 1841, lorsqu'il a fallu, lorsque Passo est passé, pourquoi Passo est venu? Il y a Nosibé qui a signé avec Passo parce que la France a perdu l'île de Bourbon, c'est-à-dire Maurice. La France a perdu Maurice, donc il fallait absolument que les marines marchandes et les marines françaises retrouvent ce qu'on appelle des points d'attache dans l'océan Indien. Donc il a signé un protectorat avec Nosibé, et puis après, on vise Mayotte. Et le moment où ils sont venus à Mayotte, premier contact avec André Nansouli a dit à Passo. Et Passo était accompagné de Vincent Noël, c'était un consul français. André Nansouli a dit à Passo que je ne suis qu'un représentant ici d'Anjouan. Ce qui fait que Passo et Vincent Noël sont partis à Anjouan pour aller discuter avec Sultan Alaoui, aller discuter à Anjouan. Mais entre-temps, le Sultan Alaoui a été balayé par un des membres de sa famille, c'est le Sultan Salim, qui l'a balayé. Et désormais, Sultan Alaoui est parti en exil, accompagné avec son oncle, le Sultan Hamza. Et je le rappelle, le Sultan Hamza et le Sultan Alaoui ont toujours contesté cet acte de vente parce qu'ils considéraient que André Nansouli n'avait pas qualité de vendre l'île de Mayotte. C'est un malgache. Ça me casse la tête quand je vois aujourd'hui, il y a des Mahorais qui disent, oui, il y a des Anjouanais qui sont venus ou des malgaches qui occupent des terrains illégalement. Mais attends, André Nansouli, c'est malgache, il est venu s'installer à Mayotte, il avait quoi? Il n'avait aucun lien sur Mayotte. C'est quelqu'un qu'on a accordé hospitalité parce qu'il était chassé chez lui. Il a vendu une île. Et il y a des gens qui disent, ah, qu'est-ce que nous sommes fiers de ce monsieur. Mais quand on est Mahorais, on ne peut pas être fier de ça. J'aurais préféré, si j'étais Mahorais, moi, le combat de Mayotte, je dirais, si j'étais Mahorais, ma fierté serait beaucoup plus par rapport à ces originaires de Sainte-Marie, que ce soit Martial Henry, que ce soit Georges Naouda, que ce soit ces gens-là, qui sont venus de Sainte-Marie, ce gratin intellectuel de Pamandzi qui a donné sens à la revendication de la départementalisation de Mayotte. Ces gens-là, ils méritent avec les dames, Zenamdere, Meressi, et Mouchla et les autres, etc., etc. Ces gens-là, ils méritent à ce que les Mahorais disent, ok, ces gens-là, ils ont mené un combat pour nous. Mais quand on parle d'André Nansouli, quelqu'un qui est venu, on lui a accordé une hospitalité, il est venu, il a usurpé un pouvoir, et il y a des gens qui disent parce qu'ils sont fiers d'André Nansouli, etc., etc. Donc, tout ça, pourquoi je dis ces choses-là? C'est pour rappeler à ces gens-là que Mayotte a une histoire avant 1841. L'histoire de Mayotte ne commence pas le jour où Passo a signé le traité. Et je rappelle à celles et ceux qui racontent souvent des salades, encore une fois, j'invite aussi les élus de Mayotte, allez-y lire l'acte de traité. Et dites-moi, déjà, article numéro 2, un grand mensonge. On dit, André Nansouli nous fait céder ce territoire qu'il a occupé depuis 13 ans. Je vous ai rappelé qu'André Nansouli a quitté Madagascar en 1832. L'acte a été signé en 1841. Vous faites 1842, 1840. C'est 11 ans, on est à 11 ans. Alors que pendant ce temps-là, lorsqu'il a quitté Madagascar pour aller à Mayotte, il n'était pas encore roi. Il était en train d'errer, je vous ai dit qu'il était parti en juin en 33, en 34 il est parti à Madagascar. Ils sont venus en 35 reconquérir Mayotte. Ils sont même partis faire la guerre à Moïli en 36. C'est en 36 qu'il s'est installé à Mayotte. Et alors que dans le document officiel de l'acte de vente, on dit que André Nansouli, il a cédé ce territoire à la France, qu'il a conquis par les armes depuis 13 ans. Premier mensonge. Deuxième chose, je demande aux Mahorais qui parlent, qui disent qu'ils n'ont jamais eu une histoire avec les îles, etc. Demandez-vous pourquoi dans cet acte de vente, dans son article 8, on parle des considérations qu'on doit accorder au sultan Alaoui d'Anjouan. Expliquez-moi un document de vente d'un malgache qui vend l'île de Mayotte et comment se fait-il qu'on parle des honneurs qu'on doit accorder à un sultan d'Anjouan. Si ça ne vous pose pas un problème, ça veut dire que là, il y a vraiment un gros problème il y a quelque chose qui ne roule pas très bien. C'est un acte de vente fait par un malgache d'une île qui s'appelle Mayotte, mais dans son article 8, on dit que le sultan d'Anjouan Alaoui, qu'il soit en France, à La Réunion ou dans n'importe quelle possession française, il doit être traité avec toutes les honneurs. En revanche, dans cet acte de vente, vous ne verrez jamais aucune considération à un Mahorais quelconque. On a même dit à des Mahorais que tout Mahorais qui occupe un territoire quelconque, dès lors que la France a besoin de ce territoire, il n'a qu'à déguerpir, il va se débrouiller dans n'importe quel territoire là-bas et de l'occuper jusqu'au jour où on aurait besoin ou pas. Ça,
ça devait interroger certaines personnes. Maintenant, nous sommes en 1841. À celles et ceux qui disent 1841, on n'était pas... Je vais répondre surtout à Tani. Quand ils disent 1841, ça veut dire qu'il y a eu cet acte de vente, etc. On était autonome, etc. Une seule question. En 1812, nous sommes tous réunis ensemble. Colonie, Comores ou Mayotte et dépendance, tous réunis. Et on est rattaché avec Madagascar. La bataille des élites ou de l'élite comorienne, en l'occurrence Seyd Mohamed Cheikh, c'était de faire tout, et ça c'était un soutien avec les Maoris, avec tout le monde dans cet archipel, de se débarrasser de Madagascar parce qu'on n'avait rien à voir avec eux. Et les Comoriens se sont tous battus, les 4 îles, pour qu'on obtienne ce qu'on appelle une autonomie administrative. Cette autonomie administrative, on l'a obtenue en 1946. Et en mai 1946, premier conseil général, les Comores sont érigés en territoire d'outre-mer. Pourquoi je dis ça? Une fois qu'on est un territoire d'outre-mer, désormais, on nous pose une question. La question, c'est que on est tous traités comme n'importe quel territoire d'outre-mer. D'ailleurs, je rappelle, lorsqu'on a voté la constitution de la République de 1958, de Général de Gaulle, 5e République, les Comoriens ont voté massivement la constitution. Et tout de suite après, l'archipel des Comores on l'a demandé à l'archipel des Comores, comme à l'ensemble du territoire des territoires d'outre-mer françaises, on leur a demandé de choisir sur 3 possibilités. Soit on garde le statu quo, c'est ce qu'on appelle rester territoire d'outre-mer, soit vous demandez la départementalisation ou vous demandez ce qu'on appelle la communauté des États autonomes, donc des États indépendants, mais qui restent dans la communauté. À partir de ce moment-là, mais une fois qu'on a demandé ça, les Comoriens, comme l'ensemble de tous les territoires d'outre-mer, ont voté pour le statu quo. Et je le rappelle ici, un historien n'a pas à enjoliver les choses, il n'a qu'à poser les faits. Je vous le dis, en 1958, l'ensemble des élus mahorais ont voté ce jour-là pour la proposition de départementalisation. Je vous ai dit, il y avait 3 propositions. Soit le territoire d'outre-mer des Comores reste dans le statu quo, c'est-à-dire il reste un territoire d'outre-mer, soit il devient un département, soit il devient un État indépendant, un État autonome dans la communauté française. Ce jour-là, les députés ou les représentants du Conseil général des Comores, ils ont voté pour que l'ensemble des Comores reste territoire d'outre-mer. Je vous dis ici, même si je défends la position comorienne, mais ce jour-là, sur ce vote-là, les 4 représentants mahorais qui étaient sur place, ils ont voté pour la départementalisation. C'est qui? C'était Souf Sabil, son frère Ahmed Sabil, Marcel Henry et il me semble que c'était Georges Naouda. Ils étaient 4. Les 4 Mahorais ce jour-là, ils ont voté pour la départementalisation. C'est pour vous dire que les Mahorais de l'époque, ils avaient voté déjà pour une départementalisation, alors que l'ensemble du territoire avait voté pour que le statut de l'archipel reste un territoire d'outre-mer. Maintenant, la question est la suivante. Si réellement, on n'était pas un ensemble cohérent et unitaire, comment se fait-il que déjà on se retrouve à être consulté pour décider d'un statut d'un État, d'un destin commun? Premier élément. Et s'il y avait une moindre diversité entre ces gens-là, comment se fait-il qu'à partir de ce vote-là, nous sommes en 58, les quatre représentants de Mayotte ont voté pour la départementalisation. Mais l'ensemble des autres, ils ont voté pour l'outre-mer, pour qu'on reste dans les statu quo. Comment se fait-il qu'à partir de ce moment-là, on ne dit pas, les Mahorais avaient fait ce choix-là, désormais, l'île de Mayotte sera un département et que les 3 autres îles, vous allez continuer à être un territoire d'outre-mer. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé réellement et pourquoi nous avons un problème? Je le répète ici encore une fois. Pourquoi nous avons eu un problème? C'est que en novembre, nous sommes en 1958, et en 1958, il y a eu, parce que avant d'en arriver là, je vais vous rappeler quelques faits. La capitale des Comores était à Mayotte, et je rappelle à des Mahorais qui ne le savent pas. Avant que la capitale soit à Dzaoudzi, la capitale de Mayotte, entre 1792 et 1793, était à Tingoni. C'est à la suite des assauts des razzias malgaches que Tingoni a subi
qu'on a fini par dire nous déplaçons la capitale de Tingoni pour l'amener à Dzaoudi parce que sur le rocher, on peut protéger la capitale. Depuis toujours, Dzaoudi était la capitale des Comores, de l'archipel des Comores. Jusqu'à ce qu'en 1958, lorsqu'on a eu le département, on a eu le conseil général est parti siéger à Moroni. L'exécutif local, c'est-à-dire l'espèce d'exécutif gouvernemental, est parti encore s'installer à Moroni. Il y avait déjà un problème à Mayotte, on se dit. Tout le pouvoir politique se retrouve à Moroni parce que le conseil général se retrouve à Moroni, parce que le gouvernement exécutif se retrouve à Moroni, mais les bureaux administratifs des représentants coloniaux et les administrations se retrouvent à Mayotte, à Dzaoudi. Il fallait trouver une solution. Et en même temps, la question de l'étroitesse de Dzaoudi par rapport au développement des activités de la capitale se posait depuis toujours. Et d'ailleurs, je rappelle, celles et ceux qui peuvent peut-être aller lire le livre d'Alfred Gervais, ils verront que depuis 1800, c'est un livre qui a été publié et c'est sur les Comores. Ce livre a été publié en 1870. Et depuis ce jour-là, on parlait déjà de la possibilité de transférer la capitale de Dzaoudi vers Mamoudzou parce que Dzaoudi n'avait pas suffisamment de place. Et en 58, qu'est-ce qui s'est passé? En 58, les députés, les élus du conseil général ont voté le transfert de la capitale vers Moroni. Nous sommes au mois de mai, il me semble. Et le 2 novembre de la même année, il va y avoir la tenue du congrès de Tsunzu. Nous sommes en le 2 novembre 1958. Je le rappelle ici, l'essentiel pour moi, c'est de donner des éléments historiques. La position des uns ou des autres, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Ça, je défendrai ma cause comme je le fais. Mais au moins, je donne des éléments historiques. Le 2 novembre 1958, en novembre 1958, on va organiser le congrès de Tsunzu. Qu'est-ce que le congrès de Tsunzu? Le congrès de Tsunzu, c'est ce qu'on appelle le congrès des notables de Mayotte. C'est sous la houlette de Georges Naouda et toutes ces galaxies, Martial Henry et tout ça. Ils ont organisé ce congrès pour dire désormais nous allons nous retrouver tous ici, nous en tant que Mahorais, pour défendre les intérêts de Mayotte. Quelques années après, ce congrès de notables va se transformer en UDIM, Union pour la défense des intérêts de Mayotte. Union pour la défense des intérêts de Mayotte se transformera plus tard par le mouvement populaire de Mayotte. C'est pour vous dire que le mouvement populaire de Mayotte, fer de lance de la départementalisation de Mayotte, a pris ses origines en novembre, en 58, lors du congrès de Tsunzu, parce que c'est en ce moment-là qu'il y a eu l'unité des Mahorais pour se retrouver à défendre les intérêts de Mayotte. Je veux dire un élément essentiel sur ce point-là. C'est que sur le transfert de la capitale, premier élément, il y a des gens qui disent souvent, c'est Cheikh qui a transféré la capitale. Sachez juste une chose, que nous étions en 58, on n'avait pas encore l'autonomie. Et toute décision politique qui était prise par le gouvernement local, le représentant de la colonisation avait un droit de veto. Il pouvait le dire clairement que non, ça ne peut pas se faire. La France ne s'est pas opposée par rapport à ça. Pourquoi elle ne s'est pas opposée? Parce qu'il y avait une nécessité de transférer la capitale. C'est vrai, au transfert de la capitale, il y a eu des vrais problèmes au niveau de Mayotte. Parce que, à la différence d'Anjouan ou de la Grande Comore, ceux qui étaient à Mayotte, parce que j'ai vu Pascal Blanchard, un historien très connu de l'histoire coloniale, mais qui a raconté des salades et des conneries dans une émission en disant qu'à l'époque, les Mahorais, ils étaient supérieurs aux autres, ils avaient des possibilités, ils étaient plus supérieurs, les Anjouanais, les voyaient. C'est comme s'ils regardent un Anjouanais qui va à Mayotte aujourd'hui, il transpose ça dans les années 70. Mais attends, mais lui-même qui ne connaît rien sur cette histoire-là, il ne sait pas que Inou Sabamana a dit quoi? Inou Sabamana a toujours dit que nous, à Mayotte, on a connu deux sortes de colonisation. C'est la colonisation des Réunionnais parce que les grands concessionnaires coloniaux, c'était des Réunionnais, et aussi la colonisation des Anjouanais. Pourquoi je fais cette parenthèse-là? Pourquoi on parlait de colonisation des Anjouanais? Parce que nous sommes dans la période coloniale. À Anjouan, il y avait la société Bambao. À Mayotte, il y avait aussi cette société-là. Mais au niveau d'Anjouan et de la Grande Comore, à un moment donné, il y avait une société qu'on appelle la SODEC, Société de développement économique des Comores. Cette société de développement économique des Comores a fait quoi? Il a acheté, au moment où les sociétés coloniales vont commencer à partir, on a acheté les terrains au niveau d'Anjouan et la Grande Comore, on a fait une réforme agraire, on a redistribué ces petits terrains à des cultivateurs et des paysans en leur demandant de cultiver beaucoup plus de produits de rente, etc. Malheureusement, Moélie et Mayotte n'avaient pas bénéficié de cet effort Moélie et Mayotte ont été victimes de la réforme agraire parce qu'on ne leur a pas donné la même possibilité. Et il se trouve que
dans les domaines coloniaux de Mayotte, lorsque les colons se sont mis à vendre, ils ont dit désormais nous allons vendre. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Contrairement à Anjouan et à la Grande Comore, les colons ont décidé qu'ils vont vendre par des gros, comment on appelle ça? Des grands espaces. Je sais pas, j'ai oublié l'expression, comment on peut dire, c'est que on va pas vendre des petits mètres carrés, mais on va vendre des hectares et des hectares, en bloc. Malheureusement, les Mahorais de l'époque, ils n'avaient pas les moyens. Et ça, je vous le dis, quelle que soit la position que Kaïs défend, mais je reconnais qu'il y a eu une injustice sur ce point-là. Parce que comme les Mahorais n'avaient pas les moyens, qu'est-ce qui s'est passé? À Mirereni, la concession coloniale de Mirereni, 300 hectares achetés par Ahmed Abdallah, un négociant économique et ancien sénateur des Comores. Ahmed Abdallah a acheté 300 hectares. Mohamed Ahmed a acheté 200 hectares à Longoni. Et il y avait aussi Ahmed Abdou, qui était un receveur dans le domaine. Il a acheté aussi parce qu'il était initié, il était au courant de la vente, etc., etc. Je vous donne ces éléments-là parce que moi, je suis historien. Je défends une thèse, je défends la position comorienne, mais quand il s'agit de dire les faits historiques, je les présente comme ça. Chacun jugera en fonction des éléments historiques. Et c'est à partir de ce moment-là que les Mahorais vont se retrouver qu'il n'y a que des Anjouanais qui ont des territoires. Mais vous avez vu, il y a des lycées qui se construisent à Mayotte. Et pour construire ces lycées, il fallait acheter le terrain à des Anjouanais. C'est-à-dire Ahmed Abdallah ou Mohamed Ahmed ou quelque chose comme ça. Ça choquait énormément les Mahorais. Et les Mahorais avaient dit on ne travaillera pas sur les territoires d'Anjouan. Sur ces terrains-là, il a fallu faire venir des gens de l'arrière-pays d'Anjouan pour venir travailler dans ces territoires-là avec toute la douleur que cela va poser. Ce qui posera comme problème, c'est quoi? Lorsqu'il y a eu le transfert de la capitale. Parce qu'à un moment donné, on avait dit on pouvait mettre la capitale à Anjouan parce que Anjouan se retrouve au milieu des îles. Mais si on l'amène à la Grande Comore, ça veut dire qu'on part de l'extrême sud vers l'extrême nord. Mais malheureusement, les conditions politiques ont fait que la capitale est partie à la Grande Comore. Pourquoi il n'y a pas eu grande frustration à Anjouan? Parce qu'on n'a pas amené la capitale à Anjouan, contrairement à Mayotte. Parce qu'en Anjouan, il y avait un grand nombre des administrateurs, c'était des Anjouanais. Ces Anjouanais-là savaient que la capitale aille à la Grande Comore, où elle aille n'importe où, ils auront leur possibilité de travailler. Celui qui était préfet, il sera préfet, celui qui était ceci, etc. À Mayotte, le problème qui se posait, c'est quoi? C'est que les grandes souffrances que les Mahorais ont vécues pendant cette période-là, c'est que c'était les petits commerçants d'à côté, c'était le jardinier, c'était le ceci, c'était le cela. Les mêmes problèmes qui se posent dans tout ce qui se passe en France. Par exemple, quand on dit on va fermer une garnison militaire avec toutes les conséquences économiques qui se passent à côté. Et il y a eu effectivement, comme certains le disent, mais je mets entre guillemets, la souffrance des concubines. Parce que quand il y a une administration quelconque, que ce soit à Moroni, que ce soit à Mayotte, à Daoudi, ou que ce soit à Paris, à partir du moment où les fonctionnaires sont là, les fonctionnaires ont aussi leurs concubines, leurs hawara dans ces localités-là. Je peux vous jurer qu'il y a des fonctionnaires comoriens d'Anjouan qui vivent à la Grande Comore et qui entretiennent des maîtresses grand comoriennes, comme il y a eu des fonctionnaires comoriens qui étaient à Mayotte et qui entretenaient des maîtresses aussi mahoraises. À partir du moment où ces gens-là vont rentrer, retrouver les leurs là où ils sont, ça veut dire qu'il va y avoir un déchirement. Ça fait partie des choses qu'un humain peut ne pas aimer, ça peut frustrer quelqu'un. Donc, ces problèmes-là se sont posés et à partir du moment, je saute parce que je ne vais pas traîner, je ferai une émission principalement sur ça parce que j'ai voulu tout simplement répondre à ça. J'ai voulu tout simplement répondre à c'est que lorsqu'on a fait le congrès de Mayotte, c'est pour dire aux Mahorais que ceux qui étaient membres du congrès de Tsunzu n'étaient pas forcément des départementalistes plus tard. Georges Naouda était président, mais Souf Sabil était secrétaire général. Et pourtant, Souf Sabil était un serré la main, et Georges Naouda et son camp, malheureusement, Georges Naouda est mort en 45, est mort en 59, une année plus tard, après le congrès de Tsunzu, il est décédé. Mais Souf Sabil et d'autres qui étaient, parce que quand on dit l'union de la défense des intérêts de Mayotte, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y avait beaucoup de Mahorais, qu'ils soient un pro-département ou un défenseur des intérêts de Mayotte, comment était inséré la main. Après tout, c'était des Mahorais. C'est pour cela que souvent, quand je vois l'émission, cette opération de Waombouchou, j'entends des gens insulter des Mahorais sous le prétexte qu'ils ne sont pas très bien Mahorais parce qu'ils sont contre l'opération Waombouchou. Non, mais ils ont le droit, ils peuvent ne pas être d'accord. Et sur la question de Waombouchou, je vais juste apporter une clarification. Je dis une chose, il y a cette violence insupportable que les Mahorais vivent.
qu'on peut le comprendre et qu'on doit vraiment, que l'État français doit tout faire pour aider les Mahorais à juguler cette violence-là. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect des humiliations quand on humilie des gens ou on fait comme ce qui s'est passé à la barge aujourd'hui, des histoires comme ça. Il faut arrêter, ça n'a aucun sens, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais à aucun moment, il faut éviter ce genre de choses-là. Les Mahorais, ils ont droit d'avoir une stabilité. Il faut que cette violence qui gangrène Mayotte s'arrête. Mais il faut aussi que la France prenne ses responsabilités. Elle ne peut pas dire qu'elle ne veut pas voir des délinquants à Mayotte tout en refusant de scolariser des enfants. Ça fait partie aussi des choses, pas seulement exclusivement ça, mais ça fait partie des choses qui participent à ces difficultés-là. Et enfin, je vais juste terminer sur quelque chose. Il y a ceux qui disent, oui, les Mahorais ont voté. Oui, les Mahorais ont voté. Et on a voté en 74. Attendez, en 74, et je termine là-dessus. En 74, avant qu'on arrive en 74, en 58, on a voté la motion pour dire on souhaiterait avoir l'indépendance. En 72 plutôt. Et en 73, il y a eu les accords les accords de Paris, c'est ce qu'on appelle les accords de juin 73. Ce sont des accords qui ont été signés par Ahmed Abdallah et Bernard Stasi. Ces accords-là disent quoi? Ils disent clairement que le processus des Comores les Comores vont s'engager dans le processus de l'indépendance et que la prise en charge des élections se fera de façon globale. Je vous le dis ici, et je le répète, la France n'a jamais, jusqu'au jour du référendum, la position qui a toujours été défendue par le gouvernement français, c'était l'unité de l'archipel des Comores. Le 24 octobre 1974, Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français, il a fait une conférence pour marteler l'unité de l'archipel des Comores. En 1973, Jean de Guéringo, qui était le représentant de la France aux Nations Unies, a écrit aux Nations Unies pour leur dire que l'unité de l'archipel des Comores est quelque chose de canonique et de sacré qu'il faut défendre. Et tout ça, nous sommes en 73. Et en 75, avant l'adhésion, en 74, il va y avoir les élections. Et les élections, chaque fois, j'entends des gens qui disent « Oui, mais les Mahorais ont voté pour être indépendants. » J'entends même des historiens français qui racontent des salades, qui disent ça. Ils disent que « Oui, mais les Mahorais, finalement, mais on a consulté les Comoriens, les îles, et que Mayotte a choisi d'être français. » Mais pas les autres, ils ont choisi l'indépendance. Mais ça, c'est de la foutaise. Parce que le 22 décembre 1974, chers amis, la question qui a été posée est la suivante. Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? J'aimerais qu'on m'explique en répondant un oui ou par un non, comment on peut répondre que je veux que Mayotte reste française. La question était claire. Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? C'est comme si vous demandez à des Mahorais, vous avez le droit de choisir entre ces deux bulletins le président de la République française. La France entière a choisi Macron comme président de la République, mais on sait que Mayotte a voté 58% pour Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un demeuré, quelqu'un qui a subi une ablation du cerveau et qu'on lui a mis du sable, qui oserait dire que Marine Le Pen est la présidente de Mayotte parce que les Mahorais ont voté mieux Marine Le Pen que Macron? C'est exactement pour le référendum. On fait une consultation globale. On demande à une population, vous les Comoriens, prononcez-vous sur le statut de votre pays. Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? 94,56% des Comoriens ont dit oui. Et il se trouve qu'à Mayotte, et je le rappelle ici, à cette époque, Mayotte représentait 16 000 quelque chose d'inscrits, c'est-à-dire 9,32% du corps électoral. Et à Mayotte, il se trouve que dans ces 16 000, il y a 12 000 qui ont participé aux élections, 77% de taux de participation, et 65% ont dit non. On dit oui, nous voulons rester français. On dit non plutôt, on ne veut pas que les Comores soient indépendants. Ils n'ont pas dit non, on veut que Mayotte, puisqu'il n'y avait pas une question qui parlait de Mayotte. Il y avait une question qui demandait si vous souhaitez que les Comoriens soient indépendants, les Comores soient indépendants ou rester français. Les Mahorais ont dit à 65%, on souhaite que les Comores ne soient pas indépendants. La totalité des Comoriens a répondu à 94,54%, oui, nous voulons l'indépendance. Et c'est ce jour-là, je reviens sur le titre du début, c'est pour cela qu'on dit que la France a violé le droit international. Sur ce point, pourquoi? Parce que tout simplement, la France n'a pas respecté les engagements au niveau des Nations Unies. La France n'a pas respecté les engagements au niveau des Nations Unies et que d'ailleurs, à partir de ce moment-là, les Comores seront reconnus, les Comores
vont déclarer leur indépendance en 75. Pourquoi le 6 juillet 75? Parce que tout simplement, à partir le 3 juillet 75, la France va introduire une autre nouvelle loi en France en demandant que désormais, nous allons encore réorganiser d'autres élections, mais cette fois-ci, il y aura une prise en charge du résultat île par île. Et les Comores ont dit pas question. Nous allons déclarer notre indépendance 3 jours après. Ils ont déclaré l'indépendance et ils sont reconnus aux Nations Unies le 12 novembre 1975 comme étant une nation souveraine. J'ai recadré le député Mansour Kamardine. J'ai dit à Mansour Kamardine, il disait que les résolutions comoriennes ne sont pas contraignantes. Je lui ai dit non. La résolution de la reconnaissance est contraignante pour une raison très simple. Avant que les Comores soient reconnus le 12 novembre 1975 dans la résolution 3385 des Nations Unies, le 17 octobre 1975, il y a eu une autre résolution. Cette résolution, la France, n'a pas pris part au vote alors qu'il est membre permanent. Donc, il y a eu tous les pays qui étaient là, il y a eu 11 qui ont voté, 3 se sont abstenus, et non, 3, oui, de toute façon, ce jour-là, il n'y a que la France qui n'a pas participé au Conseil de sécurité. Ce qui donne la possibilité d'aller au niveau de Conseil plénière pour valider la reconnaissance de la nation comorienne comme étant une nation souveraine. Je vous donne un exemple. Lorsque la Russie n'a pas voulu que le Kosovo soit indépendant, la Russie a bloqué le processus au niveau du Conseil de sécurité. La France n'a pas fait ça à Mayotte. Les Comores sont reconnus le 12 novembre 1975 comme étant un État souverain avec ces territoires dont Mayotte fait partie. C'est pour cela que je vous dis que l'ancien représentant de l'ambassade de la France aux Nations Unies reconnaît sur un tweet que je vais partager là que la France a violé le droit international. Ce n'est pas à Tani de venir apprendre à des diplomates leur boulot. La France est condamnée plus de 20 fois aux Nations Unies. Mais malheureusement, il y a des gens qui continuent toujours à raconter des salades, à dire oui, on avait voté, Et puis après, je termine là-dessus. Il y a certains qui disent oui, mais Mayotte a été consulté en 1976 pour confirmer. Déjà, parmi les résolutions des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle une résolution de condamnation par anticipation. À partir du moment où les Comores sont reconnus comme étant un État souverain, il y a d'autres résolutions qui ont dit ceci. Désormais, en vertu de la résolution 3385, qui reconnaît la souveraineté des Comores, toute consultation qui sera organisée par la France à Mayotte sera considérée comme nulle et non avenue. C'est pour cela que le 6 février 1976, 5 pays africains ont introduit une résolution contraignante au Conseil de sécurité pour obliger le Conseil de sécurité à utiliser la force pour arrêter le processus électoral qui va se faire à Mayotte en février, pour le 8 février à Mayotte et en avril. Ce jour-là, la France a fait quoi? C'est ce jour-là que la France a utilisé son veto. La France ne va pas utiliser un veto pour dire que la Gironde appartient à la France. Le plus souvent, tous les pays du monde qui disposent d'un droit de veto, ils utilisent leur veto pour marcher sur le droit. Et ce jour-là, le 6 février 1976, la France a utilisé son veto. C'est le seul veto français où l'État français s'est retrouvé seul face à la communauté internationale, parce que même ses alliés ne l'ont pas suivi. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a un veto des Occidentaux, c'est l'ensemble des États qui sont ensemble et tout ça, etc. Donc c'est pour vous dire que tout ce qu'on dit, souvent, on peut avoir sa position. Je n'interdis pas à un Mahorais de dire qu'il veut être français, ça c'est son problème. Moi, je suis français et je suis franco-comorien. Mais dire qu'on n'a jamais été comorien, dire qu'on n'a jamais été ceci, dire qu'on avait voté, dire qu'on avait ceci, dire que cette île n'a jamais eu une histoire avec qui, mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Alors, je vous dis, celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui ne lisent pas, prenez le temps de lire. Je vous dis, un ancien ambassadeur des Nations Unies de la France vient de faire un tweet, encore une fois, qui a obligé Tani d'aller se ridiculiser pour dire que la France, c'est-à-dire son propre pays, a violé le droit international. Et maintenant, je vais dire à Mansour Kamardine pour terminer. Quand on entend Mansour Kamardine, je demande moi, parce que la France appartient à son père Kamardine, ou je sais pas Mansour, je demande à la France de suspendre la nationalité des autorités comoriennes qui ont la double nationalité parce qu'ils ne reconnaissent pas la francité, je sais pas comment il appelle ça, le caractère français de Mayotte. Mais attendez, mais on est où là? On entend des murs et des verres, que des conneries pareilles.
Et l'ambassadeur français qui vient de dire, malgré les années qu'il était aux Nations Unies, qu'il dit que le problème qui se pose aujourd'hui dans le monde, c'est que la France a violé sur la question de Mayotte, a violé un principe du droit international. Ce qui fait qu'on lui a posé la question, mais ça finira comment? Il a dit ça finira comme ça finira. Ça veut dire qu'il y a un pessimisme. Ça peut finir dans une guerre, cette histoire. Et malheureusement, j'avais écrit un papier pour dire que ni les Mahorais, ni les Comoriens, on n'a pas besoin de voir des grandes puissances venir s'affronter dans cette zone. Nous avons la possibilité de nous écouter, de discuter entre nous et de trouver des solutions. Si la France réellement était honnête avec vous, les Mahorais, la première chose qu'il allait faire, c'est quoi? Ça aurait été d'accepter de dire, bon, désormais, si je donne un visa à un Comorien ou à n'importe quelle personne qui se trouve à Mayotte, je lui donne la possibilité d'aller ailleurs. Et pourquoi il ferme? Pourquoi il ne le donne pas? Parce qu'en vérité, Mayotte, vous êtes devenu comme Wanzolo Rongwar Nyamansingo. Comme s'il y a pour la France, voilà comme s'il y a. Il y a des engagements qui ont été pris. La France avait pris des engagements pour vous protéger. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation inextricable. Il ne peut pas s'en sortir là-dessus. Il est obligé. La France est obligée de vous soutenir par engagement moral. Mais la France devient inaudible sur le plan international. La France a violé le droit international. La France est inaudible aujourd'hui quand il parle à la Russie lui dit « Va balayer devant ta porte ». Ça fait 47 ans que vous violez le droit international aux Comores sur l'occupation illégale de Mayotte et qu'aujourd'hui, c'est depuis 2014 que la Russie a attaqué la Crimée. Je vous dis ma position. Je condamne les crimes de la Russie de l'autre côté. Je condamne les crimes de la France sur la question de Mayotte parce que la France a érigé un visa criminel de baladure qui l'oblige des gens à contourner des chemins et il est comptable de toutes ces morts. Que vous vous appelez Mansour, que vous vous appelez Tani, que vous vous appelez Estelle, que je m'appelle Kaïs, que l'autre s'appelle Abdou, Bakari, peu importe, nous sommes des Comoriens de cet archipel. Ce n'est pas la violence qui réglera ce problème. C'est la discussion. D'ailleurs, vous avez vu, tous les politiciens chevronnés de la France, ils trouvent déplorable l'idée qu'on a lancé cette action violente. Pourquoi? Parce que la France avait une tradition, c'était de négocier avec les lâches qui sont de l'autre côté des Comores pour essayer de régler un problème en essayant de contourner à gauche, de contourner à droite, de faire en douce, etc., etc. Mais toute cette violence a fini par faire quoi? A fini par obliger des Français et des grands noms comme des ambassadeurs, des grands noms, on a vu des grands historiens, on a vu des chercheurs, on a vu des politiciens prendre des positions en disant non. Parce qu'aujourd'hui, toute cette couverture, il y a beaucoup de Français, ils ne savent même pas que Mayotte c'était du droit international qui a été violé. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Parce que les spécialistes dans les tableaux, au départ, ils ne le disaient pas. Mais à force de les titiller, à force de les contrer, ça finit par payer. Ils sont obligés d'avoir des... On est arrivé à un stade où on voit au moins des grands noms de la France, des diplomates, des grands intellectuels qui affirment qu'effectivement, il y a eu une connerie. La France a violé le droit international, etc., etc. Donc, les amis, je m'arrête là. J'organiserai une émission exclusivement pour donner la possibilité à des amis ou à des frères mahorais qui veulent me poser des questions sur ce sujet-là, des questions précises, je répondrai. Et je demanderai pendant cette émission aux autres Comoriens des autres îles de ne pas poser des questions pour laisser nos frères de me poser. Pourquoi je dis ça? Parce que je soutiens des positions qui ne sont pas les leurs. Et je veux à ce qu'ils me posent des questions. Je veux à ce qu'ils m'interrogent sur ce qu'ils peuvent dire. S'ils trouvent que j'ai dit quelque chose qui ne sont pas d'accord, s'ils ont des arguments ou ils ont un élément à me soumettre pour me confronter à une réalité quelconque, je suis disposé. Et je demanderai à l'autre camp en face, si Mansour Kamardine est disposé à faire un débat avec moi, si Estelle est disposée, si un historien mahorais qui soutient la thèse de Mayotte est disposé à faire un débat, je viendrai. Même s'il va falloir que je vienne jusqu'à Mayotte, il suffit de me le dire aujourd'hui, avant le 15 mai, si une chaîne de télévision de Mayotte dit on va organiser un débat ici à Mayotte et on veut que Kaïs, si tu viens participer, et je vous le jure, je viendrai à Mayotte dans ce débat-là, dans le cadre de ce débat. Parce qu'il faudra dire la vérité. Si Mansour est ici et Estelle, ils sont ici en France, s'il y a une chaîne de télé ici en France qui veut nous confronter à ça, à un débat pareil, j'en suis disposé. Si c'est en France, à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, qu'on me demandera d'y aller, j'irai.
Si c'est à Mayotte, je donne ma disponibilité avant le 15 mai. Avant le mois de mai, avant le milieu du mois de mai. Je serai disposé à venir à Mayotte s'il y a un débat et que ce débat-là nécessite que je sois présent pour discuter. Malgré nos positions de défense, nous avons des éléments concrets à proposer aussi. Parce qu'il est urgent que nous, les Comoriens des 4 îles, qu'on s'appelle Maoré, qu'on s'appelle Comoriens ou de l'autre île, ou peu importe Anjouanais, Grand Comorien, Moélien et Maoré, nous avons tous intérêt à discuter pour trouver une solution pragmatique. Nous ne sommes pas la seule nation ou la seule région du monde qui a un problème de différends diplomatiques. Comment se fait-il que chez les autres, on arrive à s'entendre, mais chez nous, on n'arrive pas à s'entendre? Pourquoi la haine est devenue un élément ou un facteur majeur dans la discussion entre Comoriens et Maoré? Il y a dans tout ça, dans certaines circonstances, quelquefois malheur est bon. Il y a une possibilité de discuter entre nous. C'est parce que je suis adversaire à vos positions que je vous dis qu'on discute avec les adversaires. C'est avec les adversaires qu'on arrive à trouver des solutions. Je vous remercie de votre attention et dans tous les cas, on vous informera dans le cadre de l'émission que je vais faire avec la chaîne Al-Comoria. Et si jamais Mayotte Première, Quiz TV ou Mayotte Hebdo ou des chaînes françaises qui sont ici en France métropolitaine sont disposés à organiser un débat et faire participer à ce débat-là des gens, moi je suis disposé à venir en tant qu'historien, de discuter avec n'importe quelle personne qui viendra dans ce débat-là. J'affiche ma disponibilité et c'est de ça qu'on veut. On en a marre de voir des médias français se comporter comme les médias russes, d'appeler qu'un seul camp ou quelquefois quand ils appellent d'autres contradicteurs, c'est pour venir dire oui mais sur le plan humain c'est pas bien, etc., etc. Mais jamais on pose le curseur sur le vrai problème de cette région. Wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa lafa minkum wa jazakumullahu khaira na wadzade wale wafanya hadisi ya barji wakomu tia fijo benule wakomrongo zanai wakomfanya handrani. Je témoigne ma solidarité ya benule. J'adresse mes remerciements à des Maorés qui ont été choqués par cette attitude et qui n'ont pas hésité de le dire. Et je demande à celles et ceux qui disent oui parce que vous voulez d'Anrissa ou d'Akarakada, etc. Donnez-nous la vidéo. Produisez la vidéo de ce que vous dites, parce qu'il ne suffit pas de dire, etc., etc. On a vu comment cette dame a été calme, malgré les insultes. Vous avez vu. Mais ceux qui ont vu ça, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle. Dites-vous qu'est-ce qui s'est passé en 1974. D'ailleurs, lorsque moi en tant qu'historien, j'ai vu cet événement-là, ça m'a fait penser aux événements du 13 octobre 1969, parce que ce jour-là, c'était un Maoré qui s'appelle Ahmed Keli, oui, j'ai oublié l'appeler Ahmed Keli, mais il avait un nom que j'ai oublié. Les Comoriens l'avaient désigné pour aller remplacer Marcel Henry au Conseil économique en France. Ce jour-là, les femmes chatouilleuses, les femmes, la section féminine des Soroda, étaient à la jetée et ils ont tout fait pour arrêter ce monsieur de ne pas y aller à Moroni et partir en France. C'était un Maoré et ce jour-là, il y a eu un drame parce que dans les bousculades, etc., etc., il y a eu le décès d'une de regrettées comoriennes de Mayotte et de Ouangani. Zaki Amadi est décédé ce jour-là. C'était un drame, mais c'était aussi dans un enchaînement de violences comme ça avec des femmes qui sont venues, etc., etc. Certains disent, ils ont dit que c'est où elle a été tuée par une intervention de l'armée, des forces ou la garde comorienne. Moi, je vous dis, j'ai eu l'occasion non seulement d'interroger le préfet qui est de Ouani et qui est vivant, mais en plus, je l'ai filmé. J'ai demandé à un journaliste pour y aller et filmer sa version. C'est une version que je mettrai en ligne un jour. Inch'Allah, on en débattra sur ça. Et aussi, il y a l'autopsie de cette dame qu'on peut toujours aller vérifier. Parce que parmi la thèse développée par le préfet a toujours dit que cette dame était enceinte de 7 mois et elle a été piétinée, donc elle a fait une hémorragie. Ça, c'est la version du préfet. Il y a d'autres versions qui ont été dites par les Mahorais de l'autre côté. Mais par contre, un des grands mensonges sur cette histoire, c'est que j'ai vu Mayotte Première au 13 octobre dernier. Elle avait publié quelque chose en disant l'autopsie qui a été faite par le docteur Martial. S'il vous plaît, ne racontez pas des conneries. J'ai regardé les documents de l'ARS qui avaient publié sur l'histoire de la médecine à Mayotte. Et sur l'histoire de la médecine à Mayotte, l'invité principal, c'était docteur Martial. Docteur Martial expliquait son parcours et entre 68 jusqu'à 70, il était à Anjouan. Donc il ne peut pas être à Anjouan et faire une autopsie à Mayotte. J'ai interrogé le préfet de Ouani qui a fait l'autopsie. Il m'a dit que ce sont des médecins
de Tourcoing qui ont fait cette autopsie. Ce sont des médecins militaires. Je m'arrête là. Wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la minkum wa jazakumullahu khayra. Asanta shukran jazila.